Analyse des résultats récents de la société Veralia. On a eu les résultats semestriels qui sont sortis hier, donc on va analyser tout ça pour définir si ce sont des bons ou des mauvais résultats et voir si Veralia est toujours une bonne opportunité ou non. Donc pour ceux qui connaissent pas la société, là c'est très pratique parce que c'est hyper simple à définir. C'est une activité qui est vraiment super facile à comprendre. C'est des fabricants d'emballage en verre tout simplement. Donc ils ont plus de 10 000 clients à travers le monde, très principalement l'Europe, mais aussi un petit peu l'Amérique du Sud. Et donc majoritairement ils vont fabriquer à travers leurs usines des bouteilles en verre. Donc ça peut être pour des bouteilles de limonade bio, de bière, de vin, d'alcool fort, comme de la vodka par exemple, des vins pétillants, bon voilà, il y a plein de choses possibles. Également sur de l'alimentaire, mais c'est quand même très principalement des bouteilles voilà, pour des boissons. Donc voilà, ce qui est un bon point, c'est que c'est hyper simple comme business en théorie. C'est voilà, t'as des usines, t'as des clients qui veulent du verre voilà, pour leurs emballages, tu leur fabriques, tu leur vends, tu prends un bénéfice et voilà. Ça, c'est un bon point de la simplicité du business, voilà, l'aisance pour le comprendre. Donc pas la peine de passer beaucoup plus de temps sur les détails, sur comment on fabrique le verre, etc. Justement, tu comprends ce que fait clairement la société. Elle a des dizaines d'usines à travers l'Europe, l'Amérique du Sud. Et c'est une société relativement importante, elle pèse quand même 3,45 milliards à l'heure où j'enregistre. En plus, c'était en train de baisser là, donc plus que 3,32 milliards maintenant, quelques minutes après. Et il y a quand même 10 000 employés, donc voilà, c'est pas une small caps, c'est une mid caps. Donc il y a eu les résultats qui sont sortis hier, le 24 juillet, donc moi j'enregistre le 25. Donc on va analyser tout ça et voir si c'est négatif ou pas, et voir si ça peut toujours être intéressant. Est-ce qu'on peut profiter de cette baisse ou est-ce que c'est mérité, etc. Donc on a le chiffre d'affaires qui a baissé. Il est passé à 1765 milliards, une baisse de 17% par rapport au dernier semestre, enfin de l'année dernière, donc premier semestre 2023, donc il y a un an pile, c'est quand même une forte baisse, 17%. Ensuite, l'EBITDA qui a également baissé, la marge qui a baissé, qui est passée de 30 à 24%. Ils anticipent une reprise douce des volumes pour voilà, le deuxième trimestre, etc., pour les trimestres qui arrivent, mais plus lente qu'anticipé. Donc, ils ont analysé que ça allait rester un peu plus faible que prévu. On a eu une hausse du ratio d'endettement. Vu que l'EBITDA a baissé, que la dette a apparemment augmenté, eh bien, on a 2 fois l'EBITDA en termes de dette, alors qu'avant c'était que 1,3 fois, donc ça c'est négatif aussi. Un point peut-être un peu plus positif, c'est une acquisition d'activités verrières qui s'appelle Vidrala en Italie. Donc côté croissance, on a toujours voilà, des actions qui sont posées, des rachats, des acquisitions. Donc ça, voilà, ça peut à la limite être assez positif. On a clairement une grosse baisse et c'est pas que le résultat net, c'est aussi le chiffre d'affaires. Donc on a clairement moins d'argent qui est rentré. Alors que en plus on a une moins bonne rentabilité, donc c'est les deux cumulés, donc là c'est vraiment pas top à ce niveau-là. Ils ont forcément revu leurs attentes à la baisse, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais voilà, ils prévoyaient de faire environ 1 milliard pour cette année, et ils ont baissé ça à voilà, penser faire plus que 870 millions environ, donc voilà, une baisse quand même d'environ 15% de l'attente des résultats en termes de bénéfices, donc c'est clairement pas top à ce niveau-là. Ils ont aussi versé un gros dividende qui était de 2 euros par action. À l'époque, la société devait valoir dans les 34 euros, donc c'était voilà, peut-être 5-6%, ce qui est toujours pas mal. À voir si ce dividende sera maintenu ou réduit, on verra, ça ce sera annoncé plus tard. Mais donc, voilà, perspective, ils comptaient faire 1 milliard pour les l'EBITDA, finalement ils pensent faire 866 millions. Donc voilà, une baisse d'environ 15%, c'est clairement pas terrible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir non pas que les résultats, mais aussi toujours le bilan, voilà, la valeur intrinsèque de la société. Donc, on va se rendre sur le bilan consolidé. On voit que les actifs sont certes
important, voilà, 4 milliards 4, mais il y a beaucoup, beaucoup de dettes. Voilà, il y a énormément de dettes. Comme on l'a vu, c'était 2 fois l'EBITDA, que ce soit les dettes fournisseurs, voilà, d'autres dettes financières. Le total est quand même très important, ce qui fait qu'on a des capitaux propres qui sont de seulement 900 millions. Donc en gros, voilà, 4,5 milliards d'actifs et des capitaux propres qui sont que d'1 milliard environ. Donc ça fait quand même environ 3,5 milliards de dettes totales à long terme. Donc tu vois qu'on a des capitaux propres à 1 milliard, la société vaut 3 milliards. Donc elle vaut plus de 3 fois ses capitaux propres. Alors que comme on l'a vu avec les analyses récentes que j'ai fait sur Pujula et sur Moulinvest, on avait des sociétés qui étaient avec une valeur inférieure à leurs capitaux propres. Là, on est sur 3 fois ce chiffre-là. Donc forcément, rien que par rapport à ça, c'est beaucoup moins sous-valorisé. En plus, à noter que dans les actifs, pour moi, ça paraît un peu moins solide. On a 685 millions de goodwill, ça paraît énorme. Le goodwill, c'est le prix que tu dois payer pour racheter une société, donc c'est pas vraiment tangible, hein. Pareil pour les immobilisations incorporelles, on a quand même voilà, 383 millions, ça paraît aussi élevé. Donc voilà, en plus, les actifs paraissent un petit peu moins tangibles, un peu moins de valeur présumée que ce qu'on pouvait voir sur Moulinvest et Pujula. Donc globalement, bah, c'est quand même très négatif, un résultat en baisse, bilan, voilà, valeur intrinsèque qui paraît pas non plus énorme. On va voir quand même les ratios rapidement. J'étais déjà sur la page, donc voilà, on a un PER qui est maintenant à 7, mais bon, à actualiser avec le prochain résultat net, je ne sais pas si c'est déjà le cas. En termes de cash flow, ils ont quand même, il me semble, ils ont, je crois, 400 millions, quelque chose comme ça, donc ça fait quand même voilà, un huitième de la capitalisation en cash disponible, donc ça, bon, c'est correct. Le price to book est pas top, tu vois. Contrairement à Pujula, à Moulinvest, on avait un price to book qui était à 0,6 ou à ce genre de chiffre. Là, on est à 3,7, donc ça n'a rien à voir du tout. La marge qui reste quand même correcte, hein, ça, on peut pas leur enlever. Le ROE qui est complètement biaisé parce qu'on a une dette énorme, donc c'est certainement pas du 50% de vraie rentabilité, hein, c'est juste biaisé par la faible valeur, comme on l'a vu, des capitaux propres qui sont de même pas 1 milliard. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à voir ma vidéo sur le ROE, mais ça va prendre avec des pincettes ce ratio, en particulier là où on a 200% de dette sur capitaux propres. Donc voilà, hein, c'est quand même très important. Et à voir si ça va être actualisé, c'est peut-être encore plus maintenant, hein. Je reviendrai voir dans quelques semaines, mais je crois que c'est encore plus du coup. Les dividendes qui restent confortables, après à voir s'ils seront maintenus, à voir s'ils ne seront pas diminués. Mais donc voilà, c'est moyen. Je ne sais pas si on peut aller voir rapidement le prix que lui donnent les analystes. Bon, selon eux, 42 euros. Moi, ça me paraît élevé, hein. Clairement, 42 euros, ça ferait certes une hausse de 55%, mais je pense que c'est un peu ambitieux. Quand on voit du côté de Morningstar, eux, ils proposent une valeur qui serait plutôt à 38 euros, ce qui apparaît plus raisonnable. Mais là, tu vas peut-être te dire, avec tout ce qu'on a vu, des résultats en baisse, des résultats mauvais, une valeur tangible, valeur intrinsèque qui paraît pas non plus être faramineuse par rapport à la capitalisation, pourquoi elle est sous-valorisée? Après, c'est toujours affaire à débat, mais en gros, contrairement à Pujula, Moulinvest, c'est sûr qu'on a des points plus positifs, c'est qu'on a beaucoup plus de marge, on a quand même plus de croissance sur les dernières années, on a une meilleure rentabilité de l'activité, ça c'est plus rentable. Donc forcément, c'est une société qui est beaucoup plus valorisée que les deux autres. Donc on a des sociétés voilà, d'analyse comme Morningstar, comme Investing, qui vont la considérer quand même relativement sous-valorisée avec un upside, donc un gain potentiel de 30, de 40, voire même de 50%. Moi, je ne serais pas autant de cet avis, mais oui, je pense qu'elle peut, en tout cas, ça a à voir avec la suite de l'activité de la société. En termes de juste d'actifs, je pense pas qu'elle est sous-valorisée. Mais c'est vrai que si dans les années qui arrivent, on a toujours une croissance correcte comme elle a eu depuis voilà, des années, des décennies, ça peut se faire. Pourquoi le vert a diminué? Bon, de ce que j'ai pu rechercher, en demandant à ChatGPT rapidement, on a eu forcément le prix des matières premières qui ont fluctué, ce qui peut impacter la rentabilité, les coûts énergétiques, la concurrence des alternatives.
certaines régulations environnementales et une demande qui peut être assez volatile. Je ne sais pas si c'est vraiment exact, mais en tout cas, à voir. Donc ce que je compte faire par rapport à cette société, ouais, je vais remettre l'affichage. Donc fais-toi ton propre avis, bien évidemment, je vais te donner le mien. Moi, je ne vais pas vendre juste pour un mauvais semestre. Voilà, je suis partenaire avec cette société pour le long terme. Je suis pas là en mode oh ce trimestre il était moins bon, je vends. Oh dans 2 trimestres ça a revenu, bon j'achète, etc. Et faire des achats-reventes rapides. J'ai la société depuis déjà plusieurs années, donc je vais voilà, voir ce qui se passe. Attendre encore, on va dire, un semestre, je pense. Et bah voilà, si dans un semestre c'est toujours bof, ça continue toujours à baisser, c'est toujours de pire en pire, peut-être que je commencerai à alléger la position, mais pour l'instant je pense conserver. Et voilà, ça peut arriver de faire un ou deux mauvais semestres, et après que la société revienne en force, on a toujours un dividende qui reste confortable, donc voilà, c'est quand même intéressant. Donc voilà, je ne conseillerais pas de rentrer maintenant sur la société. En tout cas, je pense que c'est pas du tout la société la plus sous-valorisée de mon portefeuille. Elle peut être, si elle reprend une bonne croissance, un peu sous-valorisée, mais selon moi, c'est pas forcément la meilleure opportunité. Donc voilà, je vais conserver mes actions, mais je ne vais pas renforcer. Je sais, si je devais avoir du cash à investir sur mon PEA, c'est pas la société que je choisirais pour investir. Donc voilà, résultat assez mauvais et je patiente, voilà, je conserve en attendant de voir la suite. Si l'activité reprend, eh bien, je serai content d'avoir conservé mes actions. Donc on verra. Je te referai peut-être une vidéo bilan dans 3 mois ou dans 6 mois ou même plus pour te parler de la suite par rapport à Veralia. Je t'invite aussi à me partager ton avis en commentaire si tu es plus optimiste ou encore plus pessimiste. Mais donc selon moi, c'est pas clairement une opportunité de fou aujourd'hui. Avant de te quitter, je t'invite à cliquer sur le premier lien de description si tu veux apprendre à créer un portefeuille qui peut battre le marché, apprendre à utiliser la stratégie d'investissement value. C'est 100% gratuit, donc tu peux avoir cette formation directement par email en cliquant sur le premier lien en description. Allez, à très vite.